Avant 1970, les sourds s'expriment en langue des signes sans avoir conscience qu'il s'agit d'une langue. Ils ont le sentiment d'appartenir à un groupe inférieur. C'est à partir de cette date qu'un linguiste découvre cet objet, s'en empare et commence son étude, se rendant compte de sa grande richesse et de sa valeur. Ce linguiste a joué un rôle déterminant dans la reconnaissance de la langue des signes française. Et nous allons vous raconter son histoire. J'avais demandé à mon directeur de thèse s'il avait des heures de charge de cours à me confier. Et il m'a cédé sa propre charge de cours qui consistait à enseigner l'introduction à la linguistique aux futurs professeurs qui allaient donc avoir comme élèves des enfants sourds. C'était en 1975. Quand je suis entré pour la première fois à Saint-Jacques, j'ai vu des signes partout. Les enfants, les élèves signaient, restaient sur le trottoir plutôt que de rentrer chez eux. Ils communiquaient entre eux par gestes. On voyait une espèce de fringale de communication. Et dans les salles de classe, pourtant, la langue des signes était interdite. Je me souviens de ce prof qui m'a dit, au bout de 10 ans d'exercice, comment les sourds disent sourds. Voilà, l'index qui va de l'oreille jusqu'à la bouche. Il ne le savait pas, donc c'était même pas un non-savoir, c'était carrément un déni. Alors toi, tu arrives dans ce milieu, mais il me semble qu'avant tu te destinais à l'étude de l'argot ou du catalan, et tu laisses tomber tout ça pour aller vers la langue des signes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Je rencontre comme ça le monde des sourds, et très très vite, je me suis rendu compte que l'enjeu était tel que c'était pas très grave si on parlait pas de l'argot et la langue des signes française. C'était une langue qui n'était pas décrite. J'ai eu cette chance-là de travailler sur une langue qui n'avait jamais été décrite. Il n'y a pas beaucoup de linguistes dans le monde qui ont eu cette opportunité de dire tiens, je suis pionnier, donc voilà, le champ est complètement en friche, et petit à petit, on va essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. J'étais surtout très en colère de voir le modèle éducatif qui régnait à ce moment-là dans le cadre de l'éducation des sourds, cette éducation oraliste qui, en fait, comme je l'ai dit, que je n'hésite pas à le redire, institutionnalisait le retard scolaire des enfants sourds, voire l'échec des enfants sourds. Donc, je me suis dit, bon, voilà, il y a l'histoire de l'éducation des sourds, il faut que ça change, mais en même temps, je n'y jouerai pas forcément ma vie. Et puis, au bout d'un an et demi, à 2 ans, ça y est, l'affaire était pliée. Je savais que toute ma vie allait être autour de cet engagement. Christian Cuxac intègre donc le monde des sourds et y fait carrière. J'ai envie de rencontrer un ami d'enfance qui le connaît très bien. Bonjour. Bonjour. Christian était donc le plus jeune de la classe, il avait une année d'avance. Parce qu'en fait, quand il est rentré à l'école maternelle, il a appris à lire très tôt avec sa mère. Donc il avait pris une avance sur... En plus, c'était quelqu'un de très intelligent, très brillant. Donc il avait au départ une année d'avance qu'il a toujours conservée jusqu'au bac. À l'école, à l'époque, il y avait des cours d'instruction civique, tout ça, il y avait eu transmission des valeurs républicaines. Et il se trouve qu'on les a pris au mot. Lui comme moi, le sens d'égalité, pour nous, ça a un sens fort. C'est-à-dire, c'est pas un slogan dans le vide, il faut que ce soit une réalité. On avait ressenti le collège, et puis lui en plus après le lycée, même comme relativement
oppressif quand même. Hein, après, pour lui, la rencontre du milieu des sourds, c'était de voir ça, mais à plus grande échelle encore, et sur une période, là, depuis le congrès de Milan. Effectivement, ça a joué dans sa prise de conscience, quoi. Très rapidement, il y a beaucoup de sourds qui sont devenus des amis pour lui. Donc, il y avait la recherche universitaire, mais en même temps, c'était des gens avec qui il avait des relations humaines amicales à côté, enfin, tout à fait sans qu'il y ait une rupture entre les deux. Pendant 40 ans, Christian Cuxac s'est plongé dans la communauté sourde et a noué des relations amicales et professionnelles. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle étape avec son départ à la retraite. Oui. Christian, c'est quelqu'un d'extrêmement humain dans la relation. C'est un homme très modeste. Il est toujours en train de réfléchir, toujours en train de chercher plus loin. Et il y a un truc qu'il adore, c'est le vin rouge. Alors ça, le vin rouge, c'est capital. Après, c'est vrai qu'il a une très bonne compréhension. Je peux lui dire n'importe quoi, il comprend tout. Mais à l'inverse, quand il signe, je ne suis jamais très sûr d'avoir compris ce qu'il fallait comprendre. Mais bon, globalement, il est comme ça, c'est son style. Il est trop cérébral, il a toujours la tête occupée à quelque chose. Alors c'est sûr qu'à côté de ça, pour s'exprimer en langue des signes, il y a moins de place. Aujourd'hui, la langue des signes fait l'objet de toujours plus de recherches de la part des linguistes. Et le CNRS organise régulièrement des séminaires. C'est un Italien, linguiste sourd, qui présente aujourd'hui ses travaux. Dans la salle, des professeurs, des linguistes, des gens d'horizons divers sont venus l'écouter et débattre. Sur le côté un petit peu marginal de mes recherches, puisque je pense avoir été pendant plusieurs années d'ailleurs le seul linguiste en poste à m'intéresser à la langue des signes, puisque cette langue n'était pas reconnue à cette époque-là, dans les années 70 et même encore dans les années 80, par la communauté des linguistes français. Je dis bien français parce qu'aux États-Unis, la partie avait été gagnée. Hein. Tous les linguistes aux États-Unis étaient persuadés que la langue des signes américaine était une langue. C'était pas le cas encore en France. Donc, on me connaissait, on savait qu'avant la langue des signes, je m'étais intéressé à l'argot. Donc, voilà, c'était un peu normal que je sois dans quelque chose de considéré comme un peu marginal. L'orientation de mes premières recherches sur les caractéristiques iconiques de la langue des signes, les plus iconiques, viennent d'une discussion qui a eu lieu lors d'un séminaire de Bernard Mottez, où l'un des participants avait dit « le problème de la langue des signes, c'est son iconicité ». Et Bernard, qui était très réactif à ce genre de choses, s'est mis un petit peu dans une colère un peu froide, et a dit « heureusement qu'elle est iconique, la langue des signes,
signes, ça nous change de ces langues complètement qui sont des arêtes et des squelettes, de ces langues qui n'ont plus de chair ni quoi que ce soit. Et je me suis dit, quelle belle réponse. Et j'ai envié cette réponse, mais c'était une réponse de sociologue, c'est pas une réponse de linguiste. Et en tant que linguiste, je me suis dit, bon, je vais reprendre les arguments de Bernard Mottez et m'attaquer à ce que la langue des signes a de plus, en quelque sorte, charnel et iconique et imagé. Et le coup de foudre pour la langue des signes, c'est quand j'ai vu, enfin j'avais déjà eu des petits flashs, mais quand j'ai vu Guy Bouchauveau raconter ces histoires, je me suis dit, tiens, c'est vraiment ça. C'est vraiment le corpus qu'il me faut, justement pour reprendre les propos de Mottez. Heureusement que la langue des signes est iconique, eh bien je vais travailler sur quelque chose qui est maximalement iconique, à savoir ces histoires drôles, qui étaient souvent d'ailleurs la création même de Guy Bouchauveau. L'enjeu, c'était quelle langue des signes ? Est-ce qu'on s'en tient au lexique et à la structure spatiale qui régit le lexique, les éléments du lexique entre eux, ou bien est-ce qu'on va plus loin et est-ce qu'on intègre dans la langue des signes ces éléments très fortement iconiques qui, à première vue, semblent non structurés, globaux, alors qu'en fait, ils sont éminemment structurés. C'était ça la démonstration à apporter. Le travail théorique de Christian Cuxac sur la linguistique de la langue des signes est très dense. Pour vous permettre de le comprendre plus clairement, je vais me prêter au jeu du cobaye, faire une production signée, et Christian, va nous décoder tout ça. Bon, tu veux dire qu'hier, tu as eu un accident de voiture sans utiliser la grande iconicité, sans essayer de donner à voir ce qui s'est passé, simplement en disant les faits et en utilisant donc le lexique, les unités lexicales de la langue des signes, qu'on appelait autrefois lexique standard. Hier soir, j'ai eu un accident. Donc, ce que je vois, c'est que tu m'as regardé, tu es resté dans l'activité dialogique et que tu as utilisé des signes qui n'ont absolument pas donné à voir. Maintenant, est-ce que tu peux me dire la même chose, à peu près le même contenu, mais cette fois-ci en grande iconicité ? Alors, hier, la nuit était en train de tomber et ma voiture a terminé sa route contre un arbre. Voilà. Alors là, on est dans tout à fait autre chose. Tu as apporté plusieurs informations dans un laps de temps finalement assez court, presque aussi court que ton premier énoncé en lexique standard, que d'abord il s'agissait d'un arbre, puis ensuite la façon dont la voiture s'est dirigée vers l'arbre, c'est-à-dire sa trajectoire, la manière dont l'arbre a été heurté, tout cela sont des informations supplémentaires dites en grande iconicité et dans un laps de temps très court. Les langues des signes, pourrait-on dire, sont des objets plus compacts que les langues vocales, puisque au sein même de cet ensemble vaste de langues des signes, il y a de la langue des signes qui dit et de la langue des signes qui montre. Ce ne sont pas les mêmes structures qui rentrent en jeu. Et le va-et-vient entre ces deux structures qui fonctionnent un peu comme un dialogue de sémiotique ou de sémiologie distincte, dire et montrer étant possible dans une seule et même langue. C'est un homme, il marche. C'est l'histoire d'un homme, ça a été annoncé par le signe standard ou l'unité lexicale homme, on sait donc qu'il s'agit d'un homme, et le voilà maintenant en rôle, parce que la mimique faciale, tout est très investi, donc Philippe joue le rôle de cet homme qui est en train de marcher. Il rabat la visière de son casque, enfourche sa moto, met le contact. Il s'agit de quelque chose qui a à voir avec une moto, et il y a eu une présentation de la moto, d'abord par l'unité lexicale moto, puis ensuite la présentation de cette moto dans ce qu'on pourrait appeler un transfert situationnel, où le personnage va monter dessus. Le moteur pétarade, un bref coup d'œil derrière lui, il part sur la route.
Alors là, on a quelque chose d'assez complexe, parce que la mimique faciale indique qu'il est à la fois le personnage transféré, et en même temps, on montre la façon, c'est ce que en terminologie cuxacienne, j'ai appelé double transfert, on montre simultanément la prise de rôle, vu l'investissement mimique et corporel, et en même temps la façon dont la moto avance par rapport à la route. Il fait une embardée, met les gaz et disparaît à l'horizon. Et tout cela a été, plus qu'en partie, régi par la direction du regard, qui en fait fonctionne un peu comme voix d'annonce. Ensuite, le commentaire qui est fait autour est en grande iconicité. Après, disons, les premières années de la découverte et en même temps de la révolte, face à cette situation intenable pour les enfants sourds d'être privés de leur langue, il y a eu ensuite une période plus réfléchie autour de fonctionnement de la langue des signes, qui a duré encore une dizaine d'années et qui a abouti, en ce qui me concerne, à la présentation d'une thèse d'État en 1996. Et là, il fallait passer à autre chose. Il fallait être dans une perspective plus créatrice. Maintenant qu'on savait tout ça sur la langue des signes, que faire pour que les sourds réintègrent l'université, enfin intègrent l'université, pour que la langue des signes puisse être reconnue avec toute sa richesse et son expressivité. Et puis des formations qui étaient balbutiantes, comme la formation d'interprète, devaient nécessairement être aussi des formations qui s'inscrivent dans des diplômes universitaires. Voilà tout ce qui restait à faire. L'idée, c'était une sorte de pied de nez, prendre par le haut, puisque ça ne voulait pas bouger en bas, prendre par le haut, en faisant entrer une pied de nez au sens où trouver les moyens de faire entrer à l'université ces adultes sourds qui avaient eux-mêmes été éjectés en quelque sorte par le système éducatif et par le scandale de ce siècle d'oralisme qui avait précédé et qui se retrouvaient démunis de tout diplôme. Puis bon. L'idée de Christian, dès le départ, je crois, ça a été de permettre à ces adultes-là d'entrer enfin la tête haute à l'université, mais aussi avec l'idée de commencer à former ceux qui allaient devenir les formateurs des enfants sourds. C'est-à-dire mettre un petit peu la charrue avant les bœufs, préparer le terrain pour faire bouger, encore une fois, l'inertie de l'école, là en bas, la faire bouger par le haut. qu'on se disait, c'est que ce serait évidemment capital de garder l'entrée par l'éducation des sourds, l'histoire de l'éducation des sourds, ça nous paraît nécessaire de le garder, mais peut-être de préserver 2 ou 3 séances d'initiation à la linguistique des langues des signes. Moi, je tiens à préserver ça, initiation à la linguistique de la LSF, pas initiation à la langue des signes, initiation à la linguistique de la LSF. Et ça, soit on se briefe entre nous, soit si tu te sens pas actuellement, soit on... Parce que tenir 36 heures sur l'histoire, c'est pas jouable. En plus, ils ont plein de questions. L'histoire quand on présente le discours de Socrate, les sourds isolés, la capacité des petits enfants sourds à inventer des signes en milieu, tout ça, faut déjà leur dire. Ça nous occupe à peu près 3 séances. C'est au quotidien. Voilà. On va peut-être s'arrêter là parce que vous devez partir en cours. Juste pour cette réunion-là du 31 mars, je vous rappelle que Christian ne sera pas là. Donc Christian, on va dire que c'était ta dernière réunion pédagogique. Séance. Voilà. Bon, merci à tous. Merci beaucoup à toi. Merci. On a l'air malin comme ça, franchement. C'est toi, Mélissa? Oui, bonjour. On peut discuter? Bien sûr. Tu es étudiante ici? Oui, à Paris 8. Et pourquoi avoir choisi Paris 8? Pour son accessibilité en langue des signes. Tes parents sont sourds aussi? Oui. Est-ce qu'ils ont pu aller à l'université comme toi?
Non, ils sont passés par l'Institut Saint-Jacques et l'Institut de Bourg-la-Reine. C'était suffisant pour choisir un métier. Est-ce que pour les sourcinieurs, cette université est une chance pour accéder à davantage de métiers? T'en penses quoi? Oui, c'est une chance, parce qu'ici, il y a de la langue des signes, des interprètes, des preneurs de notes. Tout est pensé. Ailleurs, ce n'est pas toujours le cas. Je pense que c'est mieux pour les sourds, c'est plus pratique. Tu vas en cours, là? Oui, j'y vais maintenant. Bon cours. Merci beaucoup, au revoir. Bien, je vais vous parler donc de l'abbé de l'Épée, ce personnage illustre que tous les sourds de la planète connaissent. Hein. Ça vraiment, c'est quand il parle de la langue des signes, il a une certaine croyance. Il pense que cette langue-là, c'est la langue de l'humanité, la langue de la nature et de l'espèce humaine, que nous l'avons tous au fond de nous-mêmes, cette langue. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle, si ça vous dit quelque chose, mais c'est comme si chacun d'entre nous, parce que nous sommes des êtres humains, parce que nous participons donc à cette nature, et non pas culture, nature humaine, eh bien, tous au fond de nous-mêmes, nous avons à notre disposition cette langue. Si nous ne la pratiquons pas, c'est parce que du vocal est venu, des couches de langue vocale sont venues se superposer à cette langue-là qui est au fond de nous-mêmes, la cacher, la masquer, la faire oublier, mais au fond de nous-mêmes, nous l'avons tous, parce que nous sommes tous êtres humains. D'accord? Vous voyez à peu près? Il y a le langage humain, il y a cette... Alors, est-ce qu'on peut dire faculté de langage? En tout cas, il y a cette compétence au langage, aux langues, qui existe chez tout être humain. Et selon qu'on est sourd ou qu'on est entendant, ou qu'on est sourd-aveugle, ou qu'on a telle et telle particularité, voilà... on va pouvoir exploiter tel ou tel canal. Selon le canal qu'on a à disposition et les conditions de la communication, la langue va prendre les langues vont prendre telle ou telle forme. Ça veut dire qu'au fond, les langues vocales ne sont que des langues parmi les autres et ne sont plus du tout forcément, alors que c'est les langues de la majorité. Les langues des signes sont des minorités, parlées par des minorités, enfin bon, voilà. Mais Christian propose, par ce renversement qui a l'air... de décentrer, de défocaliser sur les langues vocales et de mettre sur le même plan langue vocale, langue des signes des sourds aveugles, comme étant des formes possibles que peut prendre le langage humain. Ce sont ces langues-là qui, tout d'un coup, décentreraient les langues vocales et amèneraient toute la discipline à repenser ces concepts de base. Je crois que nos collègues linguistes je pense qu'ils n'ont pas encore pris la mesure de des implications de ce que nous proposons. Christian, je sais que tu adores jardiner. Tu adores la nature, les arbres, les labyrinthes, tout ce qui est joli. Aussi, tu aimes la montagne, tu aimes nager, voyager. Je t'encourage à le faire. Profites-en maintenant, autant que tu peux. Tu as plus de contraintes des vacances scolaires. Vas-y, à toi la liberté. Mais ne nous oublie pas, on aura toujours besoin de toi. L'équipe de recherche en linguistique de la langue des signes est désormais bien implantée. Christian peut partir tranquillement à la retraite. L'arbre est solide. Et lui, tel une jeune pousse, peut commencer une nouvelle vie. Mais il est où d'ailleurs ? Ça va. Trouvé? Oui, il faut besoin peut-être.
C'est exactement.